Madame la ministre, là où ça ne va pas, vous ne pouvez pas dire 100 millions, comme ça, en insistant sur millions, en disant que c'est une vraie avancée, en disant que c'est un signal très fort. 100 millions, 500 000 auxiliaires de vie, égale 200 €, égale moins de 20 € par mois, 16 € par mois à peu près. Voilà ce que vous proposez aujourd'hui. Les comptes sont là, 16 € par mois. Vous voyez le fossé entre ce que vous mettez sur la table et évidemment, si il s'agit de bien vieillir à son domicile, de structurer ce métier-là, il s'agit de mettre des milliards sur la table. Quand c'est pour les pauvres, on parle toujours en millions. Quand c'est pour les riches, on parle en milliards. Là, c'est des milliards qu'il nous faut. Vous nous dites, et vous l'avez montré dans la presse, et là-dessus on est bien d'accord avec vous, qu'il y a un défi démographique à affronter, qu'il y aura plus de 20 millions de Français qui auront plus de 60 ans en 2030, gigantesque. Mais aujourd'hui, pour affronter ce défi, vous demandez aux départements, vous demandez aux associations, vous demandez aux auxiliaires de vie d'affronter ce défi avec des miettes. Donc aujourd'hui, si on veut un véritable service public du bien vieillir à domicile, il s'agit d'y mettre les moyens. Et vous savez, moi, si jamais il y a quelques euros de plus pour l'auxiliaire de vie, je les prends. S'il y a un petit bout de caddie pour l'auxiliaire de vie, je le prends. Mais simplement qu'on ne vienne pas nous faire un habillage en disant non, regardez la vraie avancée. Non, ce sont des miettes. Je prends les miettes, mais ne nous faites pas croire que c'est le gâteau tout entier ou même que c'est une part du gâteau. Non, ça ne se compte pas qu'en millions. Depuis 5 ans, c'est 1 milliard d'euros que l'État a mis sur la table. 1 milliard d'euros, que ce soit le tarif plancher sur les aides à domicile intégralement compensées, que ce soit la question de la dotation qualité à 3 €, 1 milliard d'euros auquel on ajoute 100 millions d'euros. Je crois que cet effort, il va largement continuer, se poursuivre et qu'il doit s'amplifier. Mais on ne compte pas qu'en millions, on compte aussi en milliards. Il y a des choses qu'on partage, Madame la Ministre, et je pense que les objectifs, on peut les partager. Je pense que ces groupes de travail, c'est un impératif. J'y reviendrai, mais c'est un impératif pour sortir de la solitude, c'est un impératif pour partager ses soucis, c'est un impératif pour se former ensemble, c'est vraiment un impératif. Maintenant, c'est les moyens qu'on se donne pour parvenir à ces fins. 100 millions d'euros, 500 000 auxiliaires de vie, j'ai dit, ça fait 16 € par mois, où vous prétendez améliorer la mobilité, mais aussi avec ces 16 € miraculeux, vous allez aussi permettre qu'il y ait des groupes de parole avec des temps de parole dédiés. Mais si, faites pas non de la tête. Vous n'avez que 100 millions. Et vous nous dites que ça va nous permettre de résoudre tous ces problèmes-là. C'est la première chose. Aujourd'hui, il faut être sérieux. Vous avez un secteur qui craque. Les 3/4 des associations manquent de personnel. Et ce qu'on nous propose, c'est des bouts de ficelle. Mais, alors, pareil, moi je suis bien d'accord avec vous quand vous dites « je m'engage à ce que la loi grand âge voit le jour ». Oui, moi aussi, j'espère ça. Mais regardez, 30 mai 2018, grand plan pour les EHPAD qui nous est annoncé, il y aura une concertation et ainsi de suite. Mi-mai, c'est Monsieur le Président de la République qui promet une loi pour fin 2019. Octobre 2019, Mme Buzyn se donne 1 an d'ici à 2020 pour réussir. En 2020, le projet de loi sera donc présenté à l'été. En juin 2020, finalement, Adrien Taquet, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres d'ici à la fin de l'année. En septembre 2020, Emmanuel Macron promet une présentation dès le début de l'année 2021. En 2021, on me dit pour le budget, ne vous inquiétez pas, Monsieur Ruffin. Madame Bourguignon, en mars 2021, je me bats et je continuerai de me battre pour une loi grand âge. En avril 2023 arrive finalement votre proposition de loi bien vieillir. On est là en novembre 2023. Vous nous dites qu'il va y avoir une loi grand âge. Comment vous voulez qu'on y croie alors que jusqu'au sommet de l'État, le président de la République s'y est engagé il y a 3 ans maintenant et qu'on n'a toujours rien vu venir. Donc ce n'est pas votre bonne volonté qu'on met en cause. Mais en revanche, c'est les moyens que vous avez pour faire ça. Et aujourd'hui, on vous trouve isolé pour mener cette politique. La clé dans ce métier, ce sont les horaires. C'est l'organisation des horaires plus que le salaire horaire. C'est comment on fait pour que... Alors, en revanche, là où je me sépare de vous, Mme Nation Bouvet, c'est que ce que vous me proposez, c'est du bidouillage. Excusez-moi, mais moi, ce que je souhaite, que ce soit clair, on va le répéter, le répéter. La pédagogie est affaire de répétition, même à l'endroit du gouvernement. Ce qu'on souhaite, c'est le travail en tournée. Le travail en tournée. Il y a une équipe qui fait 7h, 14h, il y a une équipe qui fait 14h, 21h, de manière à ce que les auxiliaires de vie sociale puissent organiser leur journée. Bon, vous dites, Madame la Ministre, dans l'intervalle, il faut repenser la tarification, mais dans l'intervalle. Oui, mais l'intervalle, justement, notre collègue Gage nous demande combien de temps ça dure, l'intervalle.
Ça fait au moins depuis la crise Covid que le président de la République avait promis reconnaissance et rémunération aux auxiliaires de vie sociale. Donc on est coincé pendant très très longtemps dans cet intervalle. Alors vous nous dites, le vrai niveau de réponse, il va être à l'article 8. Non, non, ne nous vendez pas un paquet cadeau qui serait très joli et on va l'ouvrir à l'intérieur, il n'y a rien. On va être déçus. Dans l'article 8, il y a la possibilité d'une expérimentation pour des gouvernements. Ce n'est pas poussé pour aller dans le sens d'un vrai travail en tournée, d'une vraie réorganisation du temps de travail. Je dis l'impératif d'organiser les horaires parce que quand on demande pourquoi il y a du turnover dans la branche, pourquoi les auxiliaires de vie quittent ça, il y a un quart des réponses, 23%, c'est organisation du travail et horaire. Il y a 15%, et c'est pareil, c'est temps partiel subi. Donc rien que ça, on est à 38%. Mais vous avez aussi rémunération insuffisante, 35%. Et il est évident que la rémunération insuffisante, elle est d'abord liée au fait que le temps de travail soit lui-même insuffisant. Évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas des millions, pas des centaines de millions, mais des milliards pour les départements, pour qu'ils puissent améliorer vraiment le métier d'auxiliaire de vie. Maintenant, le biais qu'on nous laisse, c'est de conditionner cette aide de 100 millions au département. Donc on utilise ce biais-là, même si on a bien mesure que ce n'est pas le moyen idéal. Quelle devrait être la priorité des pouvoirs publics? Ça devrait être d'organiser le secteur de l'aide à domicile, ça devrait être de garantir statut et revenus pour les auxiliaires de vie, pour les salariés, pour leur santé, pour les personnes âgées, bien vieillir à domicile, mais pour la société, parce que le personnel manque. Vous savez, dans toute la presse régionale, service à la personne dans la Vienne, de la difficulté à recruter. Aide à domicile, le métier le plus en tension en Bretagne, comment éviter la crise. La Gironde fait face à une pénurie de domicile. C'est un beau métier, mais ça n'est pas facile. 78% des associations, d'après une responsable du secteur, manquent aujourd'hui de personnel. Quel est le premier biais pour être bien dans son métier? C'est d'avoir reçu une formation, que ça soit un métier reconnu, valorisé. Or, aujourd'hui, après 7 années d'exercice, pour les personnes qui ont exercé pendant 7 années auxiliaires de vie, il y en a 40% qui n'ont pas reçu de formation. Vendredi dernier, encore à ma permanence, je recevais des auxiliaires de vie. Devant moi, il n'y en avait qu'une sur les 4 qui avait reçu une formation d'auxiliaire de vie, alors même qu'on demande de plus en plus qu'elles s'élèvent dans les tâches, qu'elles fassent des tâches d'aide-soignante et à la limite parfois d'infirmière, évidemment de la toilette et parfois du soin. Donc la première chose là-dedans, et même la défenseur de droit le dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en premier lieu une formation. Alors moi je souhaite que ça reste un milieu ouvert, que toutes les personnes qui le souhaitent puissent exercer le métier d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie, mais qu'en revanche, dans la première année, il y ait une formation obligatoire qui soit délivrée aux auxiliaires de vie et aux aides à domicile. Si je lis toutes les conditionnalités que vous souhaitez poser, il y aurait donc les formations qualifiantes, la mise en place de tutorat, la mise en place de services de médiation, la réalisation du diagnostic de domicile, la mise en place de congés pour deuil, la mise en place d'une organisation du travail à la tournée, etc., etc. À la fin, ce sont des conditions cumulatives dont vous savez bien qu'elles ne pourront pas immédiatement être réalisées, alors que nous voulons pouvoir immédiatement décaisser 100 millions d'euros au bénéfice de l'aide à la mobilité des aides à domicile. Si on adopte ces séries d'amendements qui seront des conditions cumulatives, ça veut dire que les 100 millions d'euros sur l'aide à la mobilité ne seront pas octroyés aux aides à domicile. Donc ça n'est pas qu'on ne souhaite pas revoir la manière avec laquelle les aides à domicile doivent être mieux considérées, mieux formées, avoir des temps d'échange. On vient justement de voter un amendement, vous venez de voter un amendement qui permettra à la CNSA de financer les temps d'échange. Mais si vous votez toutes ces conditions cumulatives, clairement, il faut se dire les choses. Les 100 millions d'euros, on n'arrivera pas à les décaisser et donc on ne pourra pas mieux soutenir nos aides à domicile. Donc défavorable sur cet amendement et du coup, j'éviterai de me réexprimer sur tous les autres, Madame la Présidente. La priorité, c'est le recrutement, mais pas seulement. La priorité, c'est que les personnes qui sont auxiliaires de vie ou aides à domicile, qui aident leur métier, n'en soient pas dégoûtées en accéléré. Or aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est le turnover, c'est que ça rentre et que ça sort parce que les gens sont lassés, épuisés, écœurés au bout de quelques mois ou quelques années. Or, si on rentre de ce débat-là en disant, voilà, ce qui va permettre de nous sortir de cette situation catastrophique, de mal-être et de malaise, c'est les indemnités kilométriques, on voit que c'est de la blague. Donc, je le dis, Madame la Ministre, les 100 millions d'euros, c'est-à-dire les 16 euros par mois et par auxiliaire de vie, on les prend et on n'imagine pas que ces 16 euros vont permettre de transformer ce métier-là en paradis. Donc,
À la limite, l'avis défavorable que vous donnez sur nos amendements à mon collègue Guedj et à moi-même, je le comprends. En revanche, sur le fond, vous devez vous expliquer. Sur le fond, vous devez vous expliquer. Vous devez nous dire qu'est-ce que vous comptez faire pour la formation des auxiliaires de vie. Est-ce que vous considérez normal ou pas qu'une auxiliaire de vie, 40% des auxiliaires de vie, après 7 années dans le métier, n'ait toujours pas reçu de formation? Comment vous comptez pallier ça? Comment vous comptez mettre en place des formations massivement dans ces secteurs-là? Pourquoi? Parce que ça peut être l'un des moyens aussi de faire qu'il y ait moins de maladies professionnelles. Les auxiliaires de vie, c'est l'un des métiers où ça a le plus reculé. Les conditions de travail ont reculé ces dernières années sur les auxiliaires de vie. L'usure des corps est devenue plus rapide. Comment vous comptez affronter ça? Et sur la série d'amendements qu'on propose, là, mon collègue Guedj et moi, j'entends que vous disiez défavorable. En revanche, je n'entends pas que vous ne vous expliquiez pas sur le fond, sur quelle est votre vision du métier. Qu'est-ce que vous comptez mettre à l'intérieur? Là-dessus, nous voulons vous entendre, Madame la Ministre. Il y a deux choses. Déjà, dans cette proposition-là, vous le savez, il y a la création qui a été votée à l'article 6 de la carte professionnelle qui est elle-même conditionnée, vous l'avez vu et voté, à l'obtention justement d'une qualification. Donc c'est quand même un premier élément de réponse. Il y a ensuite le deuxième élément sur lequel on travaille en lien avec l'ensemble des fédérations, qui est la création d'un métier accompagnement autonomie, qui serait d'ailleurs une meilleure reconnaissance de ce métier, qui est souvent mal nommé. On a du mal d'ailleurs à savoir quel est le bon terme pour le qualifier, avec une formation qualifiante, que ce soit en EHPAD ou à domicile, de 70 heures. Donc ça veut dire que c'est en cours, engagé, en lien avec l'ensemble des fédérations, c'est-à-dire des acteurs eux-mêmes, parce que c'est avec eux, évidemment, qu'on doit pouvoir concerter. Et sur la question de l'apprentissage, ça a été expérimenté pour la première fois sur la partie domicile. Donc là, il y a quand même des éléments de réponse substantielle qui existent. Encore une fois, l'apprentissage déjà expérimenté, la carte professionnelle votée à l'article 6, conditionnée à la formation qualifiante, et la création d'un métier dédié à l'accompagnement à l'autonomie, qui sera plus valorisant, mais qui surtout permettra les 70 heures de formation. Avis défavorable sur cet amendement et sur les suivants pour les raisons déjà évoquées. Si j'avais une mesure à mettre en œuvre de manière urgente et avec un budget très très limité, ça serait celle-ci, c'est-à-dire de groupes de parole à raison soit d'une heure par semaine, soit d'une demi-journée par mois. Et même, je pense qu'il faut faire ça pas seulement pour les auxiliaires de vie, mais dans tous les secteurs professionnels. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le numérique a encore renforcé la solitude des auxiliaires de vie, puisque, y compris pour les plannings, pour qui va passer chez telle personne âgée, il n'y a plus besoin de se retrouver, d'être en discussion avec la hiérarchie, mais ça vous arrive sur le téléphone portable, et c'est avec ce téléphone portable que vous bipez à l'entrée et à la sortie. Donc pour sortir de cette solitude éprouvante, le temps de groupe de travail ensemble est une nécessité. Pour une autre raison aussi, c'est se former ensemble. Très concrètement, c'est des tas de gestes différents qu'il y a à faire selon que la personne âgée est alitée, comment on va la soulever. Trouver le conseil d'une autre auxiliaire de vie est absolument une nécessité. Enfin, je pense que cette mesure peut avoir un effet de levier. Il s'agit de sortir de l'individu et de passer à du collectif. Il s'agit de discuter de l'organisation du travail ensemble, et il s'agit possiblement d'avoir une conscience qu'on a des intérêts à partager et de lutter pour s'organiser pour ça. Et bien évidemment, avoir un temps où on se retrouve une demi-journée par mois pour discuter de comment ça se passe dans notre association, ou comment ça se passe dans notre prise, ou comment ça se fait qu'on est aussi peu payé que ça, c'est le premier biais, et je crois que ça peut avoir un effet de levier. Enfin, Madame la Ministre, vous avez dit, la carte professionnelle, elle est conditionnée à une formation qualifiante. Mais ce ne sont pas les auxiliaires de vie qui refusent ces formations qualifiantes. C'est qu'aujourd'hui, elles ne leur sont pas proposées. Donc, finalement, ça va être les pénaliser de ne pas pouvoir accéder à cette carte professionnelle alors même qu'on ne leur propose pas de formation qualifiante. Donc aujourd'hui, c'est quel est le plan, combien il va y avoir de financement sur ces formations-là. Voilà la vraie question. À la fin, on en revient quand même à une question de budget. Avec 100 millions d'euros, il est évident qu'on a un projet qui est très très limité. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Nous avons voté les amendements 1381 et 1384 qui prévoient des temps collectifs et des temps d'échange. Donc je considère que votre demande est satisfaite. Donc je vous demande plutôt un retrait, sinon ce sera un avis défavorable pour les raisons exposées précédemment. Que ce soit en domiciliaire ou que ce soit dans les EHPAD, je crois qu'on a vraiment aujourd'hui beaucoup trop d'administratifs et beaucoup trop de postes comme ça, de gens... je ne veux pas dire qu'ils servent à rien, mais en tout cas, on a besoin de gens pour soigner.
on n'a plus aujourd'hui les moyens de créer des strates et de créer des postes de cet ordre-là, malheureusement. Madame la députée Valentin, si vous voulez garder les gens, il faut qu'ils soient bien dans leur travail. Quand vous avez des auxiliaires de vie, par exemple la plateforme Proconsult qui reçoit les appels de gens qui ne vont pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des auxiliaires de vie qui ont du harcèlement sexuel parfois par les patients. Ce sont des auxiliaires de vie qui ont des injures. Ce sont des auxiliaires de vie qui souvent ont des injures racistes. Or, quand elles en réfèrent, si, vous pouvez hocher la tête, mais je vous assure que c'est la réalité de ce qui est vécu par les aides à domicile. Quand elles en réfèrent à leur hiérarchie, c'est « oh, moi aussi j'ai vécu ça ». Et donc, le fait d'avoir un médiateur, d'avoir une personne extérieure, quand on se retrouve dans la solitude d'une relation, d'avoir un référent extérieur, ça permet de dénouer ça, peut-être d'aider à dénouer avec l'association. Et là, si vous le faites au niveau départemental, vous évitez de rajouter une strate par association. Vous le mutualisez. Ça, c'est le premier point. L'autre point, Madame la ministre, c'est quand même, vous nous avez dit là que les groupes de parole auxquels je tiens beaucoup, c'était pas compris dans l'enveloppe des 100 millions d'euros, mais qu'il allait y avoir un financement supplémentaire. Moi, je suis vraiment très en appétit de savoir combien vous allez mettre sur la table pour qu'il y ait ces groupes de parole, pour qu'il y ait ce temps d'échange, pour qu'il y ait ces demi-journées mensuelles qui permettent aux aides à domicile de se retrouver entre elles, de discuter de leur travail, de l'améliorer, d'en améliorer l'organisation. Donc combien vous mettez sur la table en plus de ces 100 millions d'euros? Les mesures d'aménagement qui relèvent quand même pour beaucoup du bricolage qu'on propose là, ce sont des choses qui ont déjà été expérimentées, mises en œuvre dans plein d'associations en France. Et en l'occurrence, là, il s'agit quoi? Il s'agit, avant la prise en charge d'un patient, qui est une visite du domicile. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a la gazinière, elle va être trop près du lit et il y a des risques d'incendie. Parce qu'il y a des endroits, ça va être les marches qui sont mal posées. Parce qu'il y a des endroits, ça va être la douche qui n'est pas adéquate et dans laquelle il va y avoir des accidents. Parce qu'il y a des endroits, c'est un chien qui va peut-être mordre. Il faut voir qu'aujourd'hui, le taux d'accident chez les auxiliaires de vie, non seulement est supérieur au métier du bâtiment, mais en plus, dans ce secteur-là, c'est de pire en pire. Le taux de sinistralité, pour parler technique, donc le taux d'accident du travail, en 2019, il est nettement supérieur aujourd'hui à celui qu'il était en 2013. On régresse dans cette profession. Donc, vous, Madame la Ministre, et on ne met pas en doute votre bonne volonté depuis le temps que vous êtes là, mais vous devez nous dire, aujourd'hui, quels sont les chemins que vous allez emprunter pour que les gens qui sont dans ce métier-là, ils aillent mieux et non pas ils aillent moins bien. Parce que là, c'est pas seulement qu'on recrute, c'est le tonneau des Danaïdes, ce métier. On recrute, mais ça fuit par en dessous. Il y a un turnover qui est gigantesque. Et à commencer d'abord par ces accidents du travail en série. Donc là, c'est une micro-mesure. Se dire, il doit y avoir une visite du domicile du patient. Ça prend 2 heures à un ergonome de venir regarder comment sont les lieux. Ce sera un avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment, mais je voudrais quand même vous préciser qu'à partir du 1er janvier 2024, nous allons mettre en place le dispositif MaPrimeAdapt qui, bien évidemment, fera un diagnostic du domicile des bénéficiaires. Écoutez, moi, je veux tout entendre avec ces amendements d'appel, mais enfin, on est dans le misérabilisme, là. Je suis désolée, mais les lieux sont visités. Mais écoutez, bon, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais enfin, les domiciles des personnes sont visités avant de mettre en œuvre ce qu'on peut appeler le service, que ce soit dans une association, ou que ce soit dans un SIAS ou dans un CCAS. Les lieux sont visités et le service est déterminé pour la personne qui vient en soutien, qui vient aider. L'aide à domicile est déterminée en fonction de cette visite. Donc on est en train de refaire toute la politique sociale, et qui est bien sûr importante. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà en place. Donc bien sûr, on ne votera pas cet amendement tout simplement parce qu'il est superfétatoire. Madame la députée, je souhaite tout sauf du misérabilisme. Au contraire, ce qu'on souhaite, c'est dire la fierté de ces métiers, leur sentiment d'utilité, que ce sont
les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap qui tiennent aujourd'hui notre pays debout. Mais maintenant, comment elles le font tenir notre pays debout? Ce n'est pas être dans le misérabilisme que de décrire la réalité aujourd'hui de ces conditions de travail. Et non, ce n'est pas vrai qu'il y ait une visite automatique des domiciles. Si vous pensez que c'était le cas, il suffit de le poser dans la loi et de le mettre de manière obligatoire et systématique. Et là, de la même manière, sur le congé de deuil, que nous disent les auxiliaires de vie? J'ai dû poser des congés pour pouvoir me rendre à l'enterrement, ce qui a été très apprécié par la famille, évidemment. Mais savoir que ce n'est pas seulement professionnel, il est évident qu'il y a une part d'affectif quand on suit une personne âgée pendant des années, parfois pendant une décennie. Et la plateforme Proconsult que je citais tout à l'heure, qui reçoit les appels des auxiliaires de vie, 11% des appels, c'est pour des deuils. C'est pour des deuils douloureux. C'est pour des deuils où on n'a pas été accompagné dans ce deuil-là et où c'est comme si c'était juste un truc professionnel alors que c'est une vraie douleur. Donc là, simplement de manière humaine, presque humanitaire, poser que quand il y a une personne âgée qui décède, qui est suivie par une auxiliaire de vie sociale, eh bien, il y a la possibilité pour elle d'assister à l'enterrement sur le temps de travail. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Défavorable. Que vous soyez défavorable à cet amendement, c'est une chose. Mais là, on vous demande, on vous parle d'auxiliaires de vie qui suivent une personne âgée pendant des années, qui s'écroulent parfois au décès, qui sont mal, qui sont en souffrance, parce que souvent c'est elles-mêmes qui ont découvert le corps. Et vous n'avez qu'un mot, c'est défavorable. Si. Moi, je vous demande, quelle vision vous avez du métier aujourd'hui? On n'entend pas la vision que vous proposez de ce métier-là, qui est la clé. Si on veut bien vieillir à domicile, la clé de voûte, ce sont les auxiliaires qui font ce travail au domicile. Et on ne vous entend pas proposer une vision du métier aujourd'hui. Profitez de la tribune qui vous est offerte, à défaut de tout régler avec ces 100 millions d'euros, et on aimerait bien savoir combien plus, mais profitez de cette tribune pour nous dire quelle est la vision que vous développez de ce métier. Monsieur le député, vous m'invitez à partager la vision qui est la mienne de ce métier. Alors, je vais vous la donner. La première chose, c'est que pendant des années, on n'a pas considéré que c'était des métiers. Parce que pendant longtemps, ce n'en était pas. Pendant longtemps, c'était les femmes qui finalement exerçaient cette fonction, qui étaient auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, d'enfants en situation de handicap. Et parfois, et encore trop souvent c'est le cas, et ce sont des femmes. J'étais encore ce midi avec des familles d'enfants trisomiques à l'occasion de la journée nationale sur la question de la trisomie. Combien de femmes arrêtent leur vie professionnelle parce qu'elles n'ont pas d'autre choix? Et c'est trop souvent le cas, et trop souvent ce qui s'est passé sur la question de l'accompagnement à domicile. Donc déjà, on a mis du temps à reconnaître que c'était un métier. Et c'est la même chose d'ailleurs sur l'ensemble des métiers du médico-social, sur les CAP petite enfance, sur les auxiliaires de puériculture. C'est pas parce qu'on élève un enfant qu'on sait être une auxiliaire de puériculture. C'est pas parce qu'on a un parent en perte d'autonomie qu'on sait pour autant aller au domicile de quelqu'un qu'on ne connaît pas, le lever, l'accompagner, le doucher, prendre soin de lui. Donc ça, c'est la première chose. C'est reconnaître que ce sont des métiers. Que ce sont des métiers qui demandent une technicité. Reconnaître que ce sont des métiers, c'est ce qu'on fait avec les fédérations qui demandent en effet des formations qualifiantes. C'est reconnaître que ce sont des métiers que nous devons revaloriser, évidemment, en termes de rémunération. Mais vous savez très bien aujourd'hui que le véritable problème, Jérôme Gage l'a rappelé, Astrid Panosyan-Bouvet l'a rappelé, je l'ai dit moi-même, c'est la question de la tarification. C'est ça qui a flingué ce métier. J'en suis intimement convaincue. Parce qu'à force de tarification horaire, à force de tarification à l'acte, quels que soient les secteurs, qu'ils soient sanitaires ou médico-social, on n'apporte pas le bon niveau de réponse. On n'apporte pas le bon niveau de réponse aux professionnels et on n'apporte pas le bon niveau de prise en charge, évidemment, parce que les deux sont intimement liés, parce que des professionnels qui n'ont pas la reconnaissance nécessaire, les professionnels qui n'ont pas le temps nécessaire, des professionnels qui nous disent « je deviens maltraitant parce que je n'ai pas le temps en 30 minutes de prendre soin de la personne que je veux accompagner alors que c'est ma vocation », évidemment, ont l'impression qu'on leur impose une forme de maltraitance. Donc c'est ça qu'on doit évidemment redresser. Est-ce qu'il faut le redresser en ajoutant, vous le savez vous-même, en vérité, en déposant et en proposant ces amendements? Vous dites que ce sont des amendements d'appel. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 30 conditionnalités qu'il faut mettre sur 100 millions d'euros d'accompagnement à la mobilité?
Je ne crois pas. Est-ce que c'est assumé de faire un vrai Big Bang sur la question de la tarification ? Je le crois. Est-ce qu'on peut réussir à le faire ensemble ? Je l'espère. Est-ce que je souhaite l'engager avec les départements ? Je l'ai dit. C'est ça ma vision. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on ait cette loi de programmation et pour laquelle je m'y suis formellement engagée. Et si je m'y engage, ça n'est pas un engagement pris à la légère. Je ne m'engage pas au nom du gouvernement sans évidemment que la Première ministre aussi ait donné son accord. Ça n'est pas comme ça que ça se passe et vous le savez bien sur ces bancs. Donc oui, il y aura une loi de programmation. Oui, nous allons nous y engager. Oui, nous allons la faire ensemble. Oui, je souhaite que de la même manière que nous avons pu réécrire l'article 8, eh bien nous allons et nous puissions co-construire ensemble et que nous assumions une vraie et nouvelle méthode sur cette co-construction. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un projet de loi ficelé qui soit présenté en Conseil des ministres et ensuite qui soit soumis au Parlement, mais que l'ensemble des groupes politiques qui sont représentés et à l'Assemblée et au Sénat soient consultés, soient associés et en même temps que moi le même niveau d'information, qu'on fasse des auditions ensemble, qu'on fasse des déplacements ensemble. Moi en tout cas j'y suis prête et je pense que c'est comme ça qu'on apportera le bon niveau de réponse. Madame la ministre, je suis ravi que vous ayez saisi la tribune pour nous dire, plus ou moins, quelle est votre vision du métier. Maintenant, vous dites, vous savez sur ces bancs quand le gouvernement s'engage. Ce qu'on sait surtout sur ces bancs, c'est tout l'inverse. Eh oui, on a eu trop de fois sur cette loi grand âge des promesses et rien au bout. Donc on devient comme saint Thomas, on le croira quand on le verra. Et pour l'instant, on ne voit pas. On ne voit pas le calendrier, on ne voit pas quand est-ce que ça va arriver. Maintenant, nous serons, nous, au rendez-vous. Big Bang sur la tarification, Big Bang sur les horaires. Sortir du temps partiel subi. Vous avez dit à quel point c'était un métier qui avait exploité des femmes, qui exploite aujourd'hui encore des femmes, parce que ce sont des femmes, et c'est parce que ce sont des femmes qu'il y a l'acceptation sociale de ces temps partiels subis, en fait, de ces emplois du temps à trous, parce que ce sont des faux temps partiels. C'est la journée qui est occupée avec des petits bouts de contrat le matin, des petits bouts de contrat le midi, des petits bouts de contrat le soir, une immense amplitude horaire, mais à l'intérieur de ça, que des petits bouts qui sont payés. C'est de ça dont il s'agit de sortir. Et il faut un Big Bang sur les horaires. Et donc, il faut sortir de ces petits bouts payés pour aller vers le travail à la tournée. Pour aller comme dans la totalité des métiers, ça existe. Où, voilà, on travaille, on a son planning, on travaille de 7h à 14h. Une autre équipe prend le relais de travail de 14h à 21h. Et c'est comme ça, non seulement qu'on peut bien travailler, mais qu'aussi on peut bien organiser sa vie autour du travail. Et que ça pèse moins, je l'ai dit. C'est plus d'un tiers des personnes qui quittent le métier à cause des temps partiels subis, à cause de ces horaires. Et ensuite, à peu près un tiers aussi à cause des rémunérations qui sont trop faibles et qui sont en fait liées à ces temps partiels subis. Donc Big Bang de la tarification, mais je veux entendre que ce n'est pas que de la technique et que derrière, ça veut dire Big Bang des emplois du temps qui sont organisés et qui permettent de vivre de son travail, mais aussi de bien vivre son travail. Madame la rapporteure, avis de la commission. Défavorable pour les mêmes raisons. Merci, Madame la Ministre. Merci. Monsieur Ruffin. C'est dommage, Madame la Ministre, c'est dommage, Madame la rapporteure, qu'à chaque fois, il faille qu'on vienne rebondir comme ça, que vous ne saisissiez pas la perche qui vous est tendue, que vous ne disiez pas si oui ou non, le travail à la tournée est dans votre objectif. Si oui ou non, vous voulez casser ces emplois du temps, morcelés, éparpillés façon puzzle. Et là-dessus, moi, je veux vous entendre, Madame la Ministre. Je veux entendre éventuellement la majorité à l'Assemblée, mais je veux vous entendre, Madame la Ministre, sur ce qui est des horaires, quitte à ce que l'amendement soit rejeté et qu'à la fin, vous prononciez le mot défavorable, mais à la fin.